1h30 d'émission, mesdames et messieurs, bonjour. Dans la première partie de Les Écritures, Harim Lassisi se propose de nous faire la différence entre roman, nouvelle et théâtre. Dans la deuxième manche de la même rubrique, Amaou Atikan est allé à la rencontre de Florent Kwaouzouti autour de son livre L'homme dit fou et la mauvaise foi des hommes. À l'heure de éduquons, les spécialistes syndicalistes, les enseignants vont se frotter les méninges autour d'une seule préoccupation, la reprise des activités académiques. Dans Junior d'Afrique, Gloria Gatoubé et ses invités vont passer du bon moment avec les enfants comme à leur habitude. En fin d'émission, Kadi se fait voir avec le sujet des faits divers. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous. C'est parti. Des gens dont lui l'argent. Tu sors avec enfant des gens dont lui l'argent. Tu sors avec enfant des gens dont lui l'argent. Tu sors avec enfant des gens dont lui l'argent. Les parents ont mis les jolies filles au monde. Ils l'ont blanchi, nourri, elle a grandi. C'est elle, tu as vu, et puis tu as déjà oui. Tu dis tu es fan, tu la veux à tout prix. Dans les débuts, c'était les cadeaux. Mais maintenant, tu es devenu avare. Oh, tu sors avec enfant des gens dont lui l'argent. Tu sors avec enfant des gens dont lui l'argent. Tu sors avec enfant des gens dont lui l'argent. Tu sors avec enfant des gens dont lui l'argent. Regarde ses cheveux comme c'est mélangé. Sa pommade, il y a longtemps c'est fini. Son portable n'est plus à la mode. Tout le quartier connaît ses amis par cœur. Oh, tu sors avec enfant des gens dont lui l'argent. Tu sors avec enfant des gens dont lui l'argent. Tu sors avec enfant des gens dont lui l'argent. Tu sors avec enfant des gens dont lui l'argent. Il y a des garçons qui sont trop méchants. Même d'amis si encore et il faut castor. Ma chérie, il faut pas le laisser, il faut l'encaisser. Tu as trop souffert, il doit donner ton argent. Vous l'avez compris, nous sommes dans les entrailles de Les Écritures avec mes chroniqueurs littéraires, Amaou Atikan, bonjour. Oui, bonjour Abi. Vous nous proposez Florent Kwaouzouti, on va revenir à vous tout de suite. Okay. Là, Sissi, alors, est-ce qu'on peut dire que le roman, la nouvelle et le théâtre, c'est quand même la même chose? Bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour Abi, bonjour Amaou. Oui, bonjour chers amis téléspectateurs. Alors, pour tout le monde, votre question est la bienvenue parce qu'aujourd'hui, nous avons décidé de survoler ces trois genres littéraires. Bien sûr, oui. En réalité, pour tout lecteur, en général, tout écrit ou bien toute œuvre littéraire est considéré comme du roman. Alors que à côté du roman, nous avons d'autres genres littéraires qui peut-être s'apparentent, mais qui ne veulent pas signifier la même chose, comme la nouvelle, par exemple. Alors, le genre littéraire d'abord est défini comme une catégorie d'œuvres identifiables sous les mêmes traits caractéristiques, à savoir style, mode d'écriture, la technique de narration, etc. Alors, maintenant, donc ça veut dire que lorsque je connais les caractéristiques d'une œuvre littéraire, ces caractéristiques nous permettent d'identifier de quel genre littéraire il s'agit. Lorsque je prends par exemple un document ou bien une œuvre littéraire, c'est à la base de ces éléments, de ces caractéristiques canoniques que je peux quand même arriver à identifier, à dire que à même distinguer un genre d'un autre. Okay. Alors, on va y aller. Nous allons parler d'abord du roman et de la nouvelle d'abord. Oui, on y va. Et ensuite, enfin, en dernière position, nous allons parler du théâtre. Alors, le roman et la nouvelle. Pour y aller, nous allons utiliser trois éléments, à savoir la longueur comme caractéristique, la longueur, la technique narrative et pour finir, les sujets
abordés, les sujets traités ou abordés. Alors, quand nous prenons la première caractéristique, appelée la longueur, entre le roman et la nouvelle, la longueur intervient. Pourquoi? Parce que à la nouvelle, quand nous sommes au roman, on a dit que les spécialistes ont dit que avant de parler de roman, il faut que le livre ou bien le document atteigne au moins 150 avant de parler de roman. Alors qu'à la nouvelle, nous pouvons avoir des nouvelles, nous avons des nouvelles de 2 à 4 pages. Oui. Nous avons des nouvelles de 2. Et je voudrais rappeler en même temps... Nous avons même des nouvelles d'une seule page. D'une seule page. Oui. Et je voudrais rappeler que les gens ne fassent pas une confusion. Oui. Quand on parle de nouvelles de 2 à 4 pages, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire la même chose qu'un recueil de nouvelles. Alors, parce qu'un recueil de nouvelles peut avoir plusieurs nouvelles. Oui. Mais il faut savoir que, toutefois, ces nouvelles sont indépendantes. Et la première ne dépend pas de la deuxième. Comme l'homme dit fou et la mauvaise foi des hommes. Voilà, de Florent Kouazotti. Alors, maintenant, et longueur parce que la nouvelle est définie comme une sorte de roman plus court. Une sorte de roman, oui. D'accord. C'est défini comme une sorte de roman plus courte. Ça veut dire quoi? Donc, la longueur, quand je prends une nouvelle, ce n'est jamais la même taille, ça n'a jamais la même taille qu'un roman. D'abord là. Maintenant, les critiques littéraires trouvent que ce critère n'est pas assez convaincant. Parce que il y a eu des œuvres littéraires à grand volume, d'accord, et qui se réclament être des nouvelles. Donc, ce critère n'est pas assez pesant pour... Alors, mais toujours est-il que ce critère de longueur-là agit sur la technique narrative de la nouvelle. Parce que le romancier, lui, il est libre. Dans son texte, il peut faire intervenir tout ce qu'il veut. Il se permet de faire des descriptions à n'en point fini. Et dedans, il y a des personnages. Il y a d'abord l'histoire qui suit son cours. Et autour de cette histoire-là, gravitent des micro-histoires, que ce qu'on appelle des intrigues micro autour de l'intrigue macro, par exemple. Mais le nouvelliste, lui, n'a pas ce droit-là. Il n'a pas droit à ce luxe-là, je dirais. Parce que lui, la rigueur, la longueur, la rapidité qui caractérise la nouvelle ne lui permet pas, ne lui donne pas cette marge de manœuvre. Donc, il est contraint par la rapidité de vite livrer. Et j'aborde directement la technique narrative alors. La technique narrative dans la nouvelle, c'est que lui, il se permet, d'abord il faut rappeler que là, c'est une seule intrigue, une seule histoire qu'on poursuit maintenant. Et les personnages, dans le choix des personnages, dans le choix des lieux et autres, le nouvelliste doit tenir rigueur sur tous ces éléments-là, dans ces choix-là, pour que il y a la rapidité puisse intervenir, pour que ça puisse finir rapidement. Parce que celui qui lit une nouvelle ne va pas perdre son temps avant de suivre le film. Ça doit être des histoires ou bien une histoire accrochante qui accroche le lecteur jusqu'à la fin. Voilà au niveau de la technique narrative. Alors, maintenant, comme je l'avais dit, le romancier, lui, il est libre. Il peut faire tout ce qu'il veut jusqu'à la fin. Il peut vous raconter à la fois plusieurs histoires que lui-même il veille à ce que ça arrive jusqu'à la fin. Voilà. Maintenant, à part la technique narrative, si nous allons parler des thèmes abordés. Et nous pouvons trouver un trait commun entre le roman et la nouvelle parce qu'ils traitent les deux genres littéraires traitent des mêmes sujets. L'amour, la mort, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on peut avoir dans un roman, on peut également l'avoir au niveau de la nouvelle. Maintenant, ce qui fait la différence, c'est que le nouvelliste, lui, il s'inspire des faits réels. La nouvelle se veut réaliste. C'est-à-dire des faits. Et c'est une satire sociale qu'on fait. C'est-à-dire, dans la nouvelle, quand je prends par exemple L'homme dit fou et la mauvaise foi des hommes de Florent Kouazotti, vous allez voir que c'est une satire qui a été faite. Une satire sociale. C'est-à-dire, Florent Kouazotti passe sa plume et essaie de dénoncer des vices de la société. C'est ça la nouvelle. Alors que vous pouvez la voir également dans le roman, mais pas particulièrement. D'accord. La nouvelle, nous avons la possibilité d'avoir des thèmes récents. C'est pourquoi on parle de nouvelles. Parce que qui dit nouvelle dit ce qui est du nouveau. Oui, mais des informations à l'actualité. Et par rapport au théâtre. Vous allez me parler de didascalie, vous allez me parler de... Oui, c'est clair. Parce que quand nous entrons en théâtre, il faut rappeler une chose d'abord. Le théâtre...
a deux catégories, je peux dire deux sous-catégories. La première, c'est le test, la dramaturgie. D'accord? Et lorsque j'écris du théâtre, ce n'est pas encore du théâtre mis en scène. Okay. Et on dit, nous écrivons le théâtre, mais le jour que le théâtre sera, ce que j'écris, la pièce sera mise en scène, c'est à ce moment que le côté vivant, il y aura ça prend corps. Alors, donc, il y a ce qu'on appelle la dramaturgique et la mise en scène, le théâtre. Alors, maintenant, quand on prend le test, parce que c'est ce qui nous intéresse ce matin, quand on prend le test, vous avez d'abord la structure. Oui. La structure, vous aurez des pièces théâtrales qui seront structurées en pièces. Pièce numéro 1, pièce numéro 2, ou bien un rideau. Un rideau, ou carrément, quand je parle de pièces, je prends l'exemple de la secrétaire particulière de Jean Plia, par exemple. Oui. Rideau, ou bien symbole, comme le roi Bégaye appelait à Gbazao. Maintenant, en dehors de ça, nous avons la prise de parole des intervenants qu'on appelle ici, qui ne sont pas encore des acteurs, qui sont des personnages. C'est à la mise en scène qu'on va les appeler. C'est sur les plans qui deviennent acteurs. Acteurs, voilà. Maintenant, en dehors de ça, nous avons les didascalies. Nous avons les didascalies nominatives et les didascalies descriptives. Oui. La didascalie nominative, c'est ça qui nous permet de savoir quel personnage prend la parole. Très bien. Entre en scène et tout ça. Voilà. Maintenant, la didascalie descriptive, ça décrit la scène. Okay. La scène, et là nous aurons un peu plus de choses que nous ne sommes pas prêts d'étaler sur ce plateau, parce que nous aurons les objets théâtraux et autres. Maintenant, c'est la didascalie descriptive qui nous permet de décrire la scène, le personnage qui prend la parole et tout. On va y revenir. On va y revenir. Donc, chers téléspectateurs, alors toutes les œuvres ne sont pas des romans. Il y a plusieurs champs littéraires. Harim Lassisi vient de faire la différence entre roman, nouvelle et le théâtre. Amao, vous êtes allé à la rencontre de Florent Nkwazo-Oti. Qu'est-ce qui vous a motivé, voilà, d'aller rencontrer Florent Nkwazo-Oti? Alors la première motivation, c'est par rapport à son recueil de nouvelles, L'homme dit faux, la mauvaise foi des hommes, qui est au programme dans les classes de terminale lettres. Et je me suis dit, pourquoi ne pas intéresser les élèves à la lecture de cette œuvre qui est déjà au programme. Et s'ils ont lu l'œuvre, pourquoi ne pas leur donner l'occasion, n'est-ce pas, de découvrir l'auteur, même si c'est à travers l'écran de télé, et d'avoir un peu de son imaginaire, voilà. D'entrer un peu dans son imaginaire, voilà. Comment il a pu, à tel moment, dans telle nouvelle, n'est-ce pas, créer telle action ou telle autre. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, vous avez fait du beau travail. Nous allons entrer alors dans l'imaginaire de Florent Nkwazo-Oti pour voir ce qu'il en est. Le nombre de téléspectateurs vous connaissent, vous êtes un personnage public. Je rappellerai juste que Béninois, vous êtes né à Poubelle le 18 juin 1964. Après un passage dans l'enseignement et le journalisme, depuis 2002, l'écriture est devenue votre métier. Écrivain protéiforme, romancier, nouvelliste, dramaturge, scénariste, pédéiste, vous occupez la scène littéraire béninoise et internationale depuis un quart de siècle avec, entre autres, Ce soleil j'ai toujours soif, notre pain de chaque nuit, la diseuse de Malespérance, certifié sincère, le cantique des cannibales, poulet bicyclette et compagnie, les fantômes du Brésil, Bréhanzin, l'Anspire de Porte-Novo, des enrayés dans la tête. C'est, si la cour du mouton est ça, ce n'est pas au port de le dire, Western Chukutu. Vous êtes prix Silco 2008, prix Amadou Kourouma 2010, prix Roland de Jouvenel 2019. Vous avez dirigé et collaboré à beaucoup d'anthologies nationales et internationales. Bonjour, Monsieur Florent Nkwazo-Oti. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'homme dit fou et la mauvaise foi des hommes, devenu classique à la suite des fantômes du Brésil. Monsieur Florent Nkwazo-Oti, une question peut-être cliché et banale. Pourquoi écrivez-vous? Merci d'avoir décrit un peu mon parcours à la fois académique et littéraire. C'est vrai, lorsque on me pose la question de savoir pourquoi j'écris, je renvoie généralement les gens à mes premiers débuts en disant tout simplement que j'écris pour ne pas mourir.
C'est-à-dire que j'écris pour laisser des traces, pour faire en sorte que lorsque je mourrai, les écrits parleraient à ma place. C'est une volonté de rester immortel, ou alors tout simplement de laisser une trace. Parce que la vie est tellement fugace, la vie est tellement courte. Quand on parle d'un siècle, pour un homme, c'est beaucoup. Généralement, on meurt quand on vit bien, on meurt à 80 ans. Et au Bénin, on meurt à 55 ans. Là, ce que j'ai d'ailleurs. Mais vous n'êtes pas prêt de mourir? J'en sais absolument rien. Parce que je me sens toujours jeune et j'ai envie de ne jamais mourir. Okay. Et donc, c'est pour ça que j'écris. J'écris pour témoigner, j'écris pour appartenir au monde, j'écris pour donner sens à la vie, j'écris pour rester tout simplement. Votre roman La traque de la musaraigne porte en épigraphe cette phrase pleine de modestie. Je cite, « De nos jours, la réalité dépasse souvent la fiction et fait de nous, pauvres romanciers, de petits bricoleurs d'histoire. » Fin de citation. Les lecteurs, à l'occasion, adressent aux écrivains tant de reproches sur la mort d'un tel ou tel autre personnage dans leurs ouvrages. Lors de l'étude de l'homme dit fou et de la mauvaise foi des hommes, une élève s'est indignée du pardon de Césaria à son oncle violeur et séropositif. Que répondrez-vous? Vous savez, lorsqu'on écrit, on n'explique pas tout lorsqu'on écrit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une raison, une logique à tout ce qu'on écrit. La logique qui est dans le texte est une logique interne à la narration, tout simplement. Mais les questions d'ordre métaphysique, les questions d'ordre spirituel, on ne les articule pas en donnant un sens à chaque fois à toutes ces questions qu'on pose. Voilà deux personnages qui sont côtoyés tout le temps, qui pensaient se connaître, mais un fait de la vie les a complètement mis en opposition. Et ces deux personnages, l'un qui est l'oncle et l'autre la nièce, ont toujours vécu comme si ils avaient des choses à partager, des secrets à partager. Et effectivement, le secret c'est quoi? Le secret c'est que l'un a violé l'autre, mais l'un ne savait pas que celui qui est à proximité de lui, et je parle de la fille, Césarée ne savait pas que celui qui était à proximité d'elle était son violeur. Et ce violeur, ce viol qu'il a perpétré envers elle a occasionné une grossesse. Or, il se trouve que cette grossesse-là est atteinte du virus du sida. Le jour où elle a su, c'est le jour de la confrontation. Parce que l'oncle a remarqué que cette fille, qui est enceinte de ses œuvres, a voulu tout simplement s'en débarrasser parce qu'il a suivi ses gestes jour après jour. Il a constaté que non seulement la fille, elle est mal en point, elle était mal en point, et que cette nuit-là, elle avait décidé de se charcuter le ventre à l'intérieur pour se débarrasser parce que elle a été chez le médecin et le médecin lui a dit tout simplement qu'elle était infectée. Alors, elle a voulu effacer cette honte qu'elle a subie et qui traîne en elle, qui grandit en elle comme une espèce de monstre. Et c'est d'ailleurs le titre de la nouvelle. Mais le vieil homme, il est de certain âge, lui qui a souvent rêvé d'avoir un enfant, trouve dans la grossesse de cette femme-là un prolongement de lui-même. Et c'est pour ça qu'il a guetté chacun des gestes de la fille pour savoir exactement ce qu'elle avait l'intention de faire lorsqu'elle est sortie de la maison. Donc il a poursuivi et il s'est aperçu que voilà, elle avait l'intention de s'arracher les entrailles pour sortir le bébé et se débarrasser d'elle, parce que justement, elle est infectée. Alors, ce texte, je l'ai écrit au moment où j'étais au Congo, en ce moment-là, on disait Zaïre. Zaïre de Mobutu, j'étais allé là-bas faire un stage en entrepreneuriat culturel.
Et en ce moment-là, on venait de m'annoncer la mort de Sonny Laboutansi, qui est un écrivain qui se trouve juste de l'autre côté du fleuve. J'en ai été bouleversé, très bouleversé. Et la Revue Noire, qui était une revue de culture africaine et de sa diaspora, m'avait contacté pour me demander de bien vouloir produire un témoignage sur le sida. Et comme le personnage, Sonny Laboutansi, était mort du sida, que sa femme aussi a péri du sida, j'ai estimé qu'il fallait lui rendre hommage à travers un texte qui parle de sida, mais qui ne parle pas de lui. Donc voilà, de ce concerne. Oui, ça a été dédicacé. Votre pause est fortement investie de débris humains, pour emprunter l'expression chère au professeur Marion Kakou. Cette observation est bien plus prononcée dans vos nouvelles et le présent recueil en est la plus vraie illustration. Si vous êtes naturellement porté à donner la parole à ces gens que personne n'écoute, est-ce le genre qui s'y prête bien? Marion Kakou parle de débris humains, mais moi je parle des marginaux de la société. Que ce soit des fous, que ce soit des chômeurs, que ce soit les enfants de la rue, que ce soit les prostituées, tout ce monde qui se meut au ras du sol est un monde torturé. Les gens qui sont écartés du champ social parce qu'il y a un pouvoir économique, donc les chômeurs, les femmes qui n'ont pas d'enfants, on les considère comme étant des femmes de mauvaise vie. Le fait de ne pas avoir un enfant, c'est considéré comme la rançon d'un mauvais comportement lorsqu'on a eu tout au long de sa jeunesse. Les fous, parce que justement ce sont des fous, donc ils ne peuvent pas intégrer le corps social, il faut les écarter. Donc tous ces personnages-là, je trouve que on en fait beaucoup en les ignorant dans la société, alors qu'ils font partie au départ de la société et qu'ils ont eu un incident grave dans leur parcours, ils ont eu un accident grave dans leur parcours, ils ont eu des problèmes dans leur parcours, et ces gens-là, du jour au lendemain, se retrouvent complètement écartés de l'espace social. Je trouve que c'est injuste de les traiter de cette manière-là. Parce que tout le monde peut se retrouver du jour au lendemain dans la marge. Et qu'on les affuble de tous les maux. Qu'on dise que ces gens-là sont des voyous, sont des individus à ne pas considérer, moi ça me fait mal. La solidarité tant vantée dans nos sociétés, elle n'est plus agissante, cette solidarité-là. Et donc forcément, je m'interroge. À quoi ça nous sert de dire, oui, en Afrique, on est ceci, en Afrique, on est solidaire, en Afrique, il y a, on est au coin de la rue, on se retrouve les soirs au clair de la lune, on vous raconte des contes, etc., etc. C'est idyllique, cette Afrique-là, que l'on construit à coups d'imaginaire, qui n'existe pas. Et donc, je m'interroge sur tout cela, et je me dis qu'on va vers... disons, une société de rupture complète. Plage Plakodji dans la nouvelle éponyme, quartier Saint-Michel dans Le Monstre, place Bulgarie dans l'avant-jour du paradis, le marché d'Antokba dans Petits Enfers de Coin de rue, rue d'Agla dans Delila, le lac Nokoué dans Tant qu'il y aura des anges. Les actions déterminantes ont pour lieu des espaces ouverts, contrairement à l'espace clos qui se prête bien au crime, à la violence qui s'y exprime. Seriez-vous en train de dire que notre environnement est plus ouvert à la violence sous toutes ses formes que nous le connaissons? Encourons-nous une déshumanisation? La violence, elle est partout. La violence, elle est partout. Malheureusement, ces derniers temps, elle est encore forte. Vous ouvrez votre transistor, vous allumez votre radio, il n'y a que des décomptes de morts macabres que l'on fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le Covid-19 qui occupe l'actualité, mais avant, on assiste à quoi? On assiste à des attentats. On dit tel a fait exploser telle bombe, ou tel a attaqué tel au couteau, etc. etc. La violence, elle est vraiment en perpétuel mouvement dans le monde, où que l'on soit. On a l'impression que
la violence est tellement devenue banale que quand vous allumez votre radio, que vous allumez votre télévision, bon, ça passe pour quelque chose d'accessoire. Alors que c'est les vies humaines qui sont broyées, c'est les vies humaines qui sont rompues. Et je me suis toujours inspiré de ça pour dire, voilà, où en sommes-nous dans notre société. Que la société occidentale est cet art, d'accord, mais que nos sociétés commencent à avoir les mêmes problèmes que les sociétés occidentales, je trouve que c'est inadmissible. On a déjà suffisamment de problèmes pour importer les problèmes des autres sur notre territoire. Donc, les espaces ouverts, bien évidemment, c'est les espaces où les hommes se retrouvent, pour la plupart du temps. Donc, quand les hommes se retrouvent, par leur incompréhension, par leur comportement parfois animalier, eh bien, explose souvent la violence. Oui, la violence. Et la violence n'est pas souvent quelque chose que l'on fait pour régler des problèmes. Mais c'est des choses, c'est des faits qui surviennent pour créer d'autres problèmes. On pense que ça peut résoudre des problèmes, mais ça crée toujours des problèmes. C'est pour ça qu'on dit la violence en appelle toujours à la violence. Et notre société est tellement faite de violence que je montre tout simplement ce qui se passe dans notre société en disant tout simplement que on en arrive, et vous avez utilisé le mot, à la déshumanisation de notre société. Je note dans l'énonciation du discours, au sens linguistique du mot, une similitude entre l'avant-jour du paradis dans l'homme dit fou et la mauvaise foi des hommes, et femelle de ta race contenue dans Polémicette et compagnie. Les deux nouvelles sont écrites à la deuxième personne, tu. Au risque de me tromper, vous êtes le premier à importer cette voix dans la narration au Bénin. Travail d'esthète ou énième rapprochement avec vos personnages. Vous savez, la nouvelle, qui est un genre un peu particulier, se prête à toutes sortes d'exercices. Je me rappelle quand j'étais, je crois, en 4e année de lettres modernes, j'avais eu un exercice sur la modification de Michel Butor. Vous savez, Michel Butor est un écrivain de nouveaux romans, et il fallait faire un exercice en essayant de mettre en exergue les vous qu'il a utilisés, parce que le vous est devenu le pronom de narration. Et donc ça a été fantastique comme travail, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, après le il, après le je, on va utiliser d'autres pronoms pour articuler la narration. Et j'ai trouvé que cet exercice, on peut l'étendre à tous les pronoms. Il y a Agota Christophe, qui est une écrivaine hongroise, pardon, qui a écrit La maison morte, si je ne dis pas de bêtises, hein, et qui a utilisé le nous. Le nous. Le nous, ici, c'est un nous de narration qui est utilisé par des jumeaux. Chez Michel Butor, c'est le vous. Mais le vous, c'est une distanciation utilisée par, non pas le narrateur, mais pas l'auteur qui raconte l'histoire. Alors qu'ici, moi, j'utilise le tu, utilisé par l'auteur, mais pas le narrateur. Parce que l'autre, c'est... On risque d'ennuyer les lecteurs avec nos termes techniques. Bon, disons que... disons que c'est un exercice de style. Je reconnais que c'est un exercice de style. Mais ça me permet de casser la monotonie qui peut s'installer lorsque je raconte mes histoires à la il. Parce que j'utilise, moi, très souvent le il. J'aime qu'on sente le pouvoir de l'écrivain à raconter les événements. De temps en temps, j'utilise le jeu. Le jeu n'est pas quelque chose que j'utilise très souvent. Mais cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser le tu. Le tu parce que ça crée une certaine distanciation entre l'écrivain et son public et son lecteur. Et je l'ai fait en essayant d'avoir toutes les latitudes possibles pour créer à la fois
un cheminement du personnage, mais également pour montrer la toute-puissance du rédacteur à pouvoir entremêler le destin du personnage avec celui des autres. Donc c'est un exercice purement littéraire, mais en même temps ça me permet d'exprimer le talent du narrateur ou le talent de l'écrivain. Il faut le dire comme ça. Le fantastique est aussi présent dans vos nouvelles. Si dans la nouvelle L'homme dit fou et la mauvaise foi des hommes, c'est à travers le héros Prosper Natchaba, invulnérable à une pluie de balles, dans Présumée sorcière, c'est à travers l'évocation du thème de la sorcellerie. Dites-nous, le gris-gris comme la sorcellerie sont-ils des marqueurs de notre société? En tant que Béninois, y voyez-vous des valeurs positives? Le gris-gris, la sorcellerie, tout ce qui concerne notre irrationnel, imprègne notre manière de vivre, notre pensée de tous les jours. Et puis vous entendez beaucoup d'histoires, et les gens y croient. Je n'ai pas forcément, envers ces choses-là, une attitude de distanciation en disant c'est des cons, ils croient à n'importe quoi, comme le font très souvent les Occidentaux, en méprisant ces genres de culture. Non, moi je décris ce qui se passe dans la vie réelle. La dernière fois, j'ai entendu dire que les policiers étaient en train de traquer les vendeurs d'essence au Cayor, et que subitement, il y a un oiseau qui a surgi de nulle part et qui a piqué du nez directement sur les policiers, et ils se sont enfuis. Ça fait partie de notre imaginaire. Hein? On raconte par exemple que au marché d'Antopa, il y a une dame qui utilise le serpent, qui s'en va chercher l'argent dans les caisses des autres femmes, et qui vient, ce serpent-là, vomir l'argent qu'il a pris. On est dans un imaginaire qui est tressé de mille et une choses auxquelles les gens croient. Pourquoi ne pas utiliser cet imaginaire-là dans les créations littéraires? C'est ce que je fais. Je ne m'en moque pas. Je dis que ce sont des choses qui arrivent, qui peuvent arriver, qui sont susceptibles de se produire. Et donc, il faut donner justement de l'espace à ces genres d'histoires. On en rigole parfois. On se dit c'est impossible que ça arrive, mais c'est quand même, ça fait partie de nos superstitions. Les superstitions, il y en a partout. Je ne vois pas pourquoi nous, on a tendance, pourquoi les Européens ont tendance à marginaliser et à insulter ceux qui y croient en disant que c'est des cons. Non, c'est... Dans toutes les nouvelles, dans L'homme dit fou et la mauvaise foi des hommes, on sent chez vous une volonté de nationaliser la langue française. On y découvre par exemple des mots comme Agbada, comme Bomba, comme 1900 Pokboro, comme Lewayi, Tongolo, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui motive ce choix-là de transformer la langue française telle que la connaît un locuteur français par exemple? Le travail d'un écrivain, c'est un travail de réappropriation de la langue d'écriture, s'entend. Quand on écrit, on ne peut pas utiliser les mêmes mots que dans le langage ordinaire. Quel que soit l'écrivain, il y a une langue d'écriture et une langue ordinaire que l'on parle. Et cette langue-là doit être une langue inventive. C'est pour ça que c'est de la littérature. C'est-à-dire faire en sorte que la langue d'écriture soit la plus unique possible. C'est-à-dire que quand quelqu'un va vous lire, il fera la différence entre vous et les autres écrivains, ou même entre cet écrit-là et le reste de vos écrits. Donc il faut apporter quelque chose de particulier dans l'utilisation de la langue française. Alors, la langue française, pour nous, bien sûr, c'est une langue d'emprunt, c'est une langue d'histoire, c'est une langue de contact avec le blanc, mais une fois qu'on a eu à dire ça, à partir du moment où elle est devenue, moi, ma langue de création, ça devient une langue un peu spéciale. Pour exprimer mon appartenance à ma culture, il faudrait que, de mon côté, je colonise cette langue-là, avec des emprunts faits
aux langues que je connais, que je pratique, le Fon, le Mina, le Yoruba, etc. Et puis, pour montrer que j'appartiens à une géographie bien définie, il faut qu'on sache que quelqu'un d'autre ne peut pas faire les mêmes emprunts que moi. C'est-à-dire un écrivain d'une autre culture ne peut pas faire les mêmes emprunts que moi. D'où les mots comme bomba, les expressions comme 1900 Pompolo. Quand on dit ça, les gens se rient, certes, mais cela reflète justement le patrimoine auquel j'appartiens, le patrimoine linguistique auquel j'appartiens. Parce qu'il est impossible de trouver des mots équivalents dans la langue française. Quand on dit bomba, celui qui est locuteur de la langue Fon, il va comprendre tout de suite, ou de la culture qui appartient à la culture béninoise doit comprendre tout de suite. Parce qu'il sait à quoi ça se réfère. Alors, qu'est-ce que je fais généralement? Je mets le nom bomba et je mets en italique ce mot-là, en bas de page ou à la fin du livre. Je fais un glossaire dans lequel j'explique. Je disais à l'entame de cette entrevue que l'homme dit fou et la mauvaise foi des hommes est au programme dans le lycée et collège du Bénin, plus précisément dans les terminales littéraires. Je voudrais que vous adressiez un mot à l'endroit de ces centaines d'élèves qui vous lisent. Chers amis, jeunes amis, je suis très heureux de vous parler aujourd'hui. La littérature, c'est le plaisir, c'est un rendez-vous où moi je vous parle des choses qui m'intéressent et vous êtes le public, vous êtes le lecteur qui capte ce que je dis et qui doit en principe le transformer. Je suis très heureux parce que nous, lorsqu'on avait votre âge, nous n'avons pas eu le bonheur de commercer avec un écrivain. On voyait les écrivains de loin, peut-être à travers la télévision, mais surtout à travers leurs œuvres. Et le rendez-vous que je vous donne, c'est eh bien, de m'écrire, si vous en avez la possibilité, parce que j'aime toujours discuter avec mon lecteur pour lui expliquer un peu les motivations de mon écriture, pour lui dire exactement ce qu'il y a derrière les mots. Parce que ce qu'il y a dans les mots, vous le savez, mais ce qu'il y a derrière les mots, c'est aussi important que ce qu'il y a dans les mots. Donc, prenez du plaisir à me lire et j'aurai également du plaisir à vous répondre. C'est ce commerce qu'on va établir entre nous et j'espère que ce sera profitable, non seulement à vous, mais également à moi-même. Je vous remercie. Merci à vous, cher Florent Kouazoti, écrivain. Amaou Atikan, dites-nous dans quelles conditions cette production a été faite? Bon, j'ai pris rendez-vous avec Florent, oui, qui s'est montré aussitôt disponible et il nous a reçus dans son bureau. Ça a été une belle expérience avec lui et on découvre que autant il y a plaisir, n'est-ce pas, à le lire, autant il y a plaisir, n'est-ce pas, à converser avec lui directement. Alors, à ce propos, je voudrais bien, n'est-ce pas, adresser beaucoup de remerciements à l'endroit, n'est-ce pas, de ceux-là qui ont participé ou qui ont accompagné, n'est-ce pas, à la réalisation de l'émission. Je veux nommer Arim Lassissi, oui. Habib Noueni, oui. N'est-ce pas, je veux nommer Gloria Gatumbe, et également notre cadreur qui a été excellente. Et toute l'équipe sans oublier, lui-même, pour l'ambiance. Oui, ça a été une belle ambiance. Très bien, c'est une très belle production. Vous allez en faire davantage, hein? Avec ces hommes, n'est-ce pas, et femmes qui arrivent à intéresser notre pays, n'est-ce pas, à faire l'effort d'élever l'esprit, n'est-ce pas, des lecteurs. Il faut, n'est-ce pas, qu'on leur donne davantage de place, n'est-ce pas. Il faut que
on immortalise. Bien sûr. Comme ce que lui-même l'a dit. Bien sûr. Ouais, voilà. Merci à vous, chers chroniqueurs. Merci. On prend le rendez-vous pour la semaine prochaine avec Wessen Tukutu. Non, pas Wessen Tukutu. Pas Wessen Tukutu. Wessen Tukutu est prévu pour un autre dimanche. D'accord. On garde alors le suspense. Alors, le Conseil des ministres de ce mercredi 6 mai 2020 a statué sur les nouvelles dispositions pour la reprise sans anicroche des cours le lundi prochain. Ce lundi, en cette période de la pandémie de la COVID-19. En éduquant, nous allons faire le débat avec nos spécialistes, mais avant, on va à la régie. On revient. Ina Jizo Ngana pesi yo motema Abeda shuro bongi nanga Aspena yo yabana yandako Na mibonzi nanga inyonso Amour, affection, confiance nyonso Abeda shuro tonda tendresse Nasuki na yo Nakwei na yo Nasuki na yo Nakwei na yo Nalangwe yo Nalove yo Bote Abeda chu Ngana moni na kwindeke Omemi ngana planeta love Yo kaka Abe Papara Ashu na dangwe me I say na dangwe Lamba Ashu na dangwe Moi j'ai dit na dangwe Give it Soki uzana nga c'est bon Soki kiminga nawe Yondo yebinga abe Soki kikinga nawe Baguna nga ezayo baby Supu na nga ezayo abe Wapi sani nanga Wapi lutu nanga Nasuki na yo Nakwei na yo Nalangwe yo Nalove yo Bote Abeda shu Ngana moni na kwindeke Omemi ngana planeta love Yo kaka Abe Papara Je disais à l'entame, c'est officiellement ce lundi que les activités académiques reprennent sur toute l'étendue du territoire national. Et pour faire le débat en studio avec moi, Julio Tametin, juriste. Bonjour. Bonjour Habib. La pleine forme, hein? La pleine forme, nous sommes prêts pour la reprise. Voilà. Et l'autre, connu aussi par les médias, c'est Alexandre Adjinan, syndicaliste, président de la commission des jeunes de la COSI Bénin. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, cher SG. Alors, ainsi, les écoliers du cours moyen, deuxième année CM2, les élèves du collège et lycée et les étudiants retrouvent les salles de classe. Quelle est votre appréciation, cher Alexandre Adjinan? Merci, monsieur le journaliste, et pour cette opportunité que vous nous donnez pour que nous puissions nous prononcer par rapport à la reprise annoncé pour le lundi 11 mai 2020. Bien sûr. Il faut dire que avant la reprise, les organisations syndicales ont eu à faire des propositions au gouvernement. Oui. Et s'agissant de ces propositions-là, il faut noter que les organisations syndicales ont effectivement suggéré que l'on fasse venir exclusivement les classes d'examen. Bon, cela a été respecté au niveau du primaire,
Mais le problème qui se pose est que les dispositions n'ont pas été prises pour que cette reprise-là soit effective dans les conditions requises et dans le respect des mesures prises par le gouvernement pour la prévention du coronavirus. Nous le disons parce que jusqu'à l'heure où nous vous parlons, les subventions n'ont pas été envoyées dans les écoles maternelles, primaires et secondaires. Alors que c'est avec ces subventions-là que les directeurs d'école et les chefs d'établissement secondaires, techniques et de la formation professionnelle vont pouvoir doter les établissements de dispositifs de lavage de mains. Mais on a prévu le dépistage. Mais les acteurs qui sont les plus nombreux sont les apprenants. Et à l'heure où nous vous parlons également, moi je suis en service dans le département de l'Atlantique, dans la commune d'Abomey-Calavi, et précisément au CG Le Plateau de Homais, qui compte plus de 4000 élèves. Mais on n'a pas prévu le dépistage des apprenants. Et on a dit que les acteurs qui vont être dépistés sont les enseignants, les membres de l'administration, les gardiens, les vendeuses et autres. Mais jusqu'à l'heure où nous vous parlons, aucune programmation n'a été faite pour que ce dépistage puisse commencer. Donc les conditions ne sont pas réunies pour qu'il y ait reprise. Et le danger, c'est que contrairement aux primaires, on a envisagé une reprise générale au niveau du secondaire, c'est-à-dire de la 6e en terminale. Oui, certainement que le gouvernement a son plan. Tometi, cette reprise, ce n'est pas au grand bonheur des parents d'élèves qui se plaignent de savoir comment est-ce que cette année scolaire sera pour leurs enfants. Oui, justement, la crainte était là. Tout le monde s'accorde à reconnaître que si quelque chose n'était pas fait, nous risquons de perdre l'année. Je prends les mots des syndicats qui, dans leur calcul, ont même dit qu'il restait environ 2 semaines pour valider l'année. Bon, du point de vue théorique, on ne sait pas si dans toutes les écoles, avec des questions d'aspirants et autres, toutes les entités ont pu faire les mêmes masses horaires. Et donc, il était nécessaire que nous reprenions. Maintenant, les conditions de reprise. Le gouvernement a prévu un certain nombre de mesures. Moi, je suis encore en train de croire que peut-être qu'à la reprise le lundi, que nous verrons des dispositifs de lavage dans ces écoles-là. Peut-être que l'État a voulu prendre personnellement cette responsabilité et non le confier au chef d'établissement. Donc, je voudrais peut-être rassurer le SGP que quelque chose est encore possible. Par rapport au dépistage, vous savez, les enfants ont été renvoyés à la maison parce que on craignait, un taux de contamination élevé. Et donc, on a estimé, le gouvernement estime que les enfants sont restés à la maison. Et donc, le risque de contamination au niveau des enfants est moins élevé qu'au niveau des enseignants et au niveau des autres composantes de l'enseignement qui sont peut-être les plus adultes et les plus mobiles, qui ont une grande mobilité et donc qui présentent beaucoup plus de risques de contamination. Il n'est pas dit jusque-là que les enfants, que les élèves ne seront pas dépistés, mais qu'il faut commencer par le moins d'effectifs qui sont les enseignants et les autres personnels ou bien les autres acteurs de l'enseignement. Et donc, pour moi, jusque-là, c'est encore justifié. Sur la question au niveau des secondaires, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons dit tantôt qu'il reste environ 2 semaines pour valider. Pour les classes intermédiaires, il est à lieu pour les chefs d'établissement de refaire leur programmation. J'ai vu beaucoup d'établissements privés qui sont en train de dire, par exemple, dans le message, qu'on va mettre peut-être, les classes intermédiaires feront peut-être 3 jours ou 2 jours par semaine, histoire de libérer les salles pour dédoubler et peut-être au besoin les classes d'examen à effectif pléthorique. Et donc, au niveau de chaque entité, il revient donc au chef d'établissement, aussi bien public que privé, de prendre les mesures à l'interne pour quand même faire respecter le minimum de gestes barrières qu'il faut pour éviter une grande propagation du mal. Très bien. Tometi dit qu'on peut refaire les programmations. Est-ce effectivement une mesure pour assurer
voilà, une santé saine à nos enfants? Bon, je dois rappeler que le patronat des établissements privés a eu à rencontrer le ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Et comme tout le monde, nous avons eu le compte rendu sur les réseaux sociaux. Et il a été dit qu'aucun établissement ne doit faire des programmations en dehors de la décision prise en conseil des ministres. C'est vrai que il y a le complexe scolaire, je crois, Cardinal Bernardin Ganti, qui a lancé un communiqué qui circule sur les réseaux sociaux. Mais quand les promoteurs d'établissements privés ont rencontré le ministre a dit qu'il n'est pas question de faire autre chose que ce qui a été recommandé. Donc, il n'est pas possible que cette programmation se fasse selon ce que le ministre a eu à servir au patronat des établissements privés. Ce que, si je comprends bien, Julio, c'est-à-dire que toutes les classes vont reprendre les cours. Néanmoins, à l'interne, voilà, les responsables vont s'organiser pour que les choses aillent normalement. Bon, je crois que c'est mieux que les responsables s'organisent et que les acteurs prennent leurs responsabilités. Parce que les organisations syndicales ont proposé qu'on fasse d'abord venir les élèves des classes d'examen, c'est-à-dire les apprenants de la promotion 3e et de la promotion terminale. Et qu'est-ce qu'on doit faire en faisant venir ceux-là? On va essayer de les répartir dans les salles de classe de manière à ce qu'ils occupent les salles disponibles dans les différents établissements. Parce que dans les établissements publics, le problème d'infrastructure d'accueil se pose. Elle se voit. Donc, pour respecter, parce que lorsque vous en tenez au relevé du Conseil des ministres du mercredi 6 mai 2020, les mesures telles que la distanciation sociale et l'interdiction de regroupement et d'un effectif de plus de 50 sont toujours en vigueur. Mais par quelle magie peut-on faire venir tous les apprenants de la 6e en terminale et estimer, respecter ces mesures-là? Ce n'est pas possible. C'est pour cela que nous avions proposé qu'il y ait une reprise par vague. Et quand on va reprendre avec les apprenants des classes d'examen, on va sélectionner les enseignants des autres classes intermédiaires qui ont déjà la main pour seconder les titulaires de ces classes d'examen-là afin que l'encadrement soit efficace. Mais on n'a pas procédé de cette manière-là. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans les établissements publics, nous avons des classes où il y a plus de 50, 60, même voire 70 apprenants. Mais comment est-ce qu'on peut, lorsqu'on dit que le risque est plus grand au niveau des enseignants, mais je dis les apprenants qui viennent de divers horizons, dont on ne connaît pas les parents. Aujourd'hui au Bénin, nous sommes déjà à près de 400, le chiffre officiel c'est 319 cas. Elle se voit. Mais dans ces conditions, quelle garantie avons-nous pour dire qu'il n'y a pas de cas de contamination au niveau des apprenants, alors que les apprenants sont souvent des porteurs sains. Donc le risque est grand. Le gouvernement a pris des mesures et a ordonné une reprise générale au secondaire en violation des mesures qu'il a lui-même prises. Julio, quelle garantie effectivement avons-nous que les apprenants ne sont pas porteurs de la maladie? Non, on n'a jamais dit qu'on a une garantie dans ce sens parce que les apprenants ne sont pas porteurs. Mais on disait tantôt que le risque au niveau des apprenants est censé être moindre. Parce que l'un des arguments qui a motivé la suspension des cours entre-temps, c'est qu'il faut préserver les apprenants de ce mal-là. Donc, il faut que les apprenants restent à la maison pour éviter le risque de contagion. Et donc, c'est en ce sens que nous disons que le risque est moindre. Ce qu'on peut espérer, toujours en termes de garantie, c'est que le gouvernement puisse être proactif pour que les mesures puissent véritablement accompagner les dispositions prises. Je vais espérer que d'ici le lundi,
que nous ayons tous ces dispositifs-là dans tous les établissements, surtout les établissements publics. Je pense au niveau du privé, les chefs d'établissement ont été mis devant leurs responsabilités. Ils feront ce qui est de leur pouvoir pour doter leurs établissements de tout ce qu'il leur faut. Maintenant, au niveau des publics, on ne peut pas donner cette responsabilité aux chefs d'établissement qui n'ont pas eux-mêmes les moyens ou bien l'autonomie de la gestion de leurs entités. Et donc, il faut espérer que le gouvernement, notamment à travers ces structures, puisse déjà le lundi, que quand nous entrons dans les écoles, nous puissions remarquer. Par rapport à ce que dit le SG, c'est vrai, on aura tendance aujourd'hui à voir que le gouvernement fait des injonctions qui sont quand même en contradiction avec les mesures barrières que lui-même il a éditées. Ils ont dit que le lundi, il y aura des commissions, il y aura des missions de contrôle. Bien sûr. Et donc, si je suis chef d'établissement et que j'ai un effectif de plus de 60, et si je choisis par exemple de réquisitionner peut-être d'autres enseignants d'un certain nombre de classes et que je congédie ces élèves-là, on ne peut pas m'en vouloir qu'en voulant respecter les mesures sanitaires de distanciation sociale, d'avoir peut-être congédié les enfants. Parce que les solutions trouvées, c'est qu'on dit aujourd'hui, on peut même étendre les cours du lundi jusqu'au samedi. Pourquoi pas même le dimanche? Parce qu'aujourd'hui, les églises sont fermées, les mosquées sont fermées. En fait, tout ce qu'il faut pour que, en respectant les mesures de distanciation sociale, on puisse quand même poursuivre dans une certaine mesure les cours. Et d'autres sont même en train de dire que nous avons encore un mois et demi de cours, ainsi. Si, en l'espace de 2 ou 3 semaines, si on peut très vite faire pour finir avec les classes intermédiaires, nous allons les voir envoyer en vacances anticipées. Et les autres auront plus de temps pour préparer les examens. Vous proposez à la COSI Bénin qu'on reprenne les cours par vague. Cela ne pose-t-il pas un problème? Non, mais la reprise des cours par vague ne pose aucun problème parce que c'est toujours dans le souci de disposer les apprenants de manière à ce que la mesure de distanciation sociale soit respectée. Et nous avons estimé, parce que lorsque vous prenez le pourcentage de cours déjà, de nombre de semaines de cours effectifs, nous avons déjà 18 semaines de cours effectifs sur les 20 semaines qui sont nécessaires pour que l'année soit validée. Et nous sommes déjà à près de 80% en ce qui concerne l'exécution du programme. Et par rapport à ça, si on faisait venir les apprenants des classes d'examen, on va faire les 2 semaines parce que il s'agit des examens et le baccalauréat béninois est un baccalauréat très prisé, reconnu au plan international. Donc, ces 2 semaines qui permettent qu'on effectue le nombre de semaines nécessaires pour que l'année soit validée vont être effectuées. Et là, on va évaluer dans la 3e semaine, c'est ce que nous avons proposé, on va évaluer ces apprenants des classes d'examen. Donc, nous n'allons plus faire à la fois le dernier devoir et l'examen blanc, mais il y aura un examen blanc pour que ça soit la dernière évaluation à l'intention de ces apprenants des classes d'examen. Et quand on aura fini de faire ça, on va les mettre en congé pendant 2 semaines, c'est ce que nous avons proposé, avec des exercices qui vont être en train de traiter. Et on va faire venir maintenant les classes intermédiaires qui vont occuper les 2 semaines là, parce qu'on ne va pas les faire venir tous à la fois, de manière à ce que ceux-là viennent faire la dernière évaluation dans le respect strict des mesures de distanciation sociale. Très bien. Voilà ce que nous avons Julio, une question piège pour vous. Pensez-vous que, ce faisant, cela ne favoriserait pas la propagation de la pandémie? Ce faisant... la proposition de Alessandra Dina. Non, pas forcément. Seulement le risque est que ça met un peu le calendrier scolaire, comment dire, dans une gymnastique qu'on ne peut pas maîtriser, parce que c'est vrai, tout ce qui a été démontré là, c'est possible, mais vraiment, moi, je ne me retrouve pas dans ces calculs de semaines jusqu'à nous conduire aux examens. La mise en œuvre, c'est possible, mais ça va être vraiment délicat. Ça va être vraiment délicat. En ce qui concerne alors la délicatesse, est-ce que vous pensez que 2 semaines après, le gouvernement reviendrait nous dire que les enfants iront encore à la maison? Bon, je crois que je suis heureux que mon collègue ait reconnu
que en suivant les mesures prescrites par le gouvernement, et un chef d'établissement ne peut pas garder les apprenants d'une classe où l'effectif est de 60 élèves. Elle se voit. Donc, c'est dire quoi? C'est en voulant respecter les mesures prescrites par le gouvernement que nous avons fait ces propositions-là au niveau de la COSI Bénin. Elle se voit. Donc, ça dit effectuer une reprise générale. La récréation, ça va se passer comment? Les apprenants qui se retrouvent à plus de 60, on va respecter les mesures de distanciation sociale comment? Donc, je suis d'accord avec lui et ce n'est pas de la désobéissance. En principe, lorsqu'un enseignant responsable se rend à son poste le lundi 11 mai et constate que les mesures de distanciation sociale ne sont pas respectées, il ne doit pas mettre pied dans une salle de classe pour travailler. S'il le fait, c'est qu'il viole les mesures prescrites par le gouvernement. Le gouvernement a dit l'enseignant 1 mètre, distanciation sociale. Nous sommes contre. Il a dit au départ, il a dit de manière déguisée au départ que ce n'est pas une manière de faire de la rébellion bien. Le gouvernement prescrit des mesures. Le gouvernement dit il faut une distanciation de 1 mètre entre personnes. Il ne faudrait pas que nous ayons un regroupement de plus de 50 personnes. Mais si vous êtes enseignant et que vous êtes respectueux des tests, des mesures prises par le gouvernement, vous ne pouvez pas mettre pied dans une salle de classe où ces mesures ne sont pas respectées. L'enseignant peut mettre pied parce que ce n'est pas l'enseignant qui met les élèves. Ce n'est pas l'enseignant qui met les élèves dans les salles de classe. Les chefs d'établissement sont responsables de la disposition des élèves dans les salles. L'enseignant, ce qu'il lui a demandé, c'est lui de respecter la distanciation qu'il faut envers les élèves et de ne pas pouvoir circuler. Au niveau même de la récréation, il est prévu même que les récréations soient pas vagues. C'est-à-dire, on ne sera plus peut-être forcé à faire les récréations à 9h, à 9h45 ou 9h50, comme tout le monde y va. Peut-être il y a une vague qui peut aller peut-être à 9h, ainsi de suite. Et donc, pour que ça soit un peu plus fluide, monsieur. Merci beaucoup, Alexandre Adjina. Je sais que vous avez encore à dire. Oui. Merci beaucoup. Je pense que nous avons seulement 20 minutes pour faire ce débat. Vous allez revenir, c'est votre plateau, Alexandre Adjina. Merci à vous, Julio Tometti, un conditionnel ami. Nous allons retrouver Gloria Gatoubé avec ses invités dans Junior d'Afrique. Mais avant, on va à la région, on revient. Bébé, ne me laisse pas mourir avec mes rêves. Je voudrais mourir avec le cœur plein de souvenirs de toi. J'ai failli tout laisser tomber en amour. J'ai toujours donné sans avoir un retour. Je suis tombée sur ton charme, ça je l'avoue. I wanna know why you treat me so good. Oh, you got it, fine touch, you got it, sexy lead, you got it, got it, got it. Oh, you got it, fine touch, you got it, sexy lead, you got it, got it. Nalingi oh, on me come toi, y'en a pas, oh baby oh, de comme toi, y'en a pas. Je resterai à tes côtés, collé serré, je resterai à tes côtés, collé serré, Nalingi Mon amour, mon corps est ton territoire conquis. Je t'aime bien plus que ma vie. Je ne ferai pas de pédicure, mon bébé, ni de manicure pour ne pas gaspiller un peu de ton amour. Ton amour dans chaque partie. Je suis tombée sans guider. Donc attends, quand j'étais là, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, l'amour parfait dont je rêvais des milliers de fois. Il s'appelle Daphné. On me comme toi, y'en a pas.
Merci de votre fidélité. Je l'avais dit à l'entame de cette émission, nous allons passer beaucoup de temps avec nos enfants, n'est-ce pas? Gloria Gatoumbe, bonjour. Bonjour. Voilà. Tu vas bien? Oui, ou vous allez bien? Oui, nous allons bien. On n'a pas encore commencé, mais tu m'as déjà rappelé que je n'ai pas assez de minutes à passer sur le plateau. Là. Chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur votre rubrique Junior d'Afrique. Alors aujourd'hui, nous recevons pour vous Madame Ablawa Bokor. Vous êtes sociologue en option mariage et famille. Vous êtes également responsable du programme Jeune fille, tu as un prix. Bonjour et bienvenue à vous. Merci, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs. D'accord. À vos côtés, Monsieur Wilfried Guello, éducateur spécialisé de formation, consultant en orientation et prise en charge des personnes inadaptées sociales. Vous êtes aussi président du conseil consultatif des jeunes de l'Atlantique et du littoral créé par Plan International Bénin. Et pour finir, président fondateur de l'association culturelle et éducative Junior Star Plus. Alors bonjour à vous également et merci d'avoir accepté notre... Bonjour à tout le monde, je salue également les téléspectateurs. Bien sûr. D'accord, alors tout de suite nous allons commencer. Habib l'avait déjà annoncé en début d'émission. Oui. Nous allons parler aujourd'hui des temps que les parents doivent passer avec leurs enfants afin d'assurer une bonne base d'éducation pour eux. Donc nous allons adresser la première question à Monsieur Coelho. Dites-nous, qu'est-ce que la parentalité? Merci beaucoup. Question à couper le souffle. La parentalité, ça veut beaucoup dire. Disons d'abord que la parentalité, c'est l'ensemble des pratiques qu'un parent exerce sur un enfant. C'est-à-dire, ça renvoie d'abord à l'aspect juridique et social. Donc, en quelque sorte, le parent, dans la famille, a des obligations, a des responsabilités, a des droits, également des devoirs. C'est-à-dire l'autorité parentale sur l'enfant. Oui. Genre, il répond, par exemple, l'enfant commet une infraction, une faute au dehors, c'est qu'il répond. Parce qu'il est... Il est responsable de l'enfant. Voilà. Et à part ça, je pense rapidement, il y a un pédopsychiatre, Didier Houzel, qui dans ses recherches a trouvé deux aspects de la parentalité. Nous avons d'abord l'aspect l'exercice de la parentalité qui regroupe l'ensemble des droits et devoirs de l'enfant et devoirs du parent en fait dans l'exercice de sa fonction. C'est un peu ce que je viens de dire. Et à part ça, il y a également l'AS qui parle des pratiques parentales qui se définit par l'ensemble des actes de la vie quotidienne de l'enfant, c'est-à-dire venir aux besoins de l'enfant sur le plan alimentaire, qu'on appelle éducation, les soins, ainsi de suite. C'est ça la parentalité. La parentalité de manière générale. Très bien, merci. Alors madame, quelles sont les raisons qui amènent les parents à ne plus avoir de temps à consacrer à leurs enfants? Merci beaucoup pour la question et j'avoue que le sujet est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui on remarque, on est dans un contexte où les parents sont vraiment occupés, il faut l'avouer, parce que le système est devenu un système où il faut courir pour gagner sa vie. C'est vraiment une course et il y a vraiment de la concurrence et les parents sont occupés à chercher les moyens nécessaires. Et moyens, quand je parle de moyens, c'est financier, matériel, pour subvenir aux besoins de leur famille. Et donc, c'est ça aujourd'hui qui fait que les parents manquent de temps pour leurs enfants. Donc, ils ont du temps, mais ils sont, je ne sais pas, contraints, je veux dire, ou alors ils choisissent de consacrer ce temps-là à autre chose, c'est-à-dire à leur profession, à d'autres occupations.
et laisse les enfants pour compte. Donc, ce que je peux dire par rapport à cette question-là, c'est le contexte, le système qui est ainsi fait. Et moi, je pense que ça va continuer à aller très vite. Et donc, si nous voulons courir avec ce système-là, si nous voulons toujours continuer à courir, c'est que nous n'aurons jamais le temps. Donc, c'est un peu ça. Le système est ainsi. C'est concurrentiel et puis c'est ça. C'est pour cela qu'il ne faut pas passer assez de temps avec ses enfants. C'est pour cela que les parents choisissent de passer du temps à faire autre chose et laissent les enfants. Voilà. Alors, est-ce que quand on est à la recherche de gains, de moyens financiers, matériels, comme l'a dit madame, est-ce que cela n'entraîne pas une certaine irresponsabilité des parents envers leurs enfants? Est-ce que cela ne joue pas sur leurs résultats scolaires? À mon avis, je pense que... Leurs résultats scolaires, leur avenir, leur éducation. Exactement. Je pense que ça entrave l'éducation des enfants. Je dirais, il faut comprendre que le parent est d'abord le premier responsable de l'éducation des enfants. Donc, dans cet aspect-là, c'est que le parent, dans l'exercice de ses fonctions, en fait, s'occuper de l'éducation des enfants. D'autres n'arrivent pas, par exemple, à trouver ce temps, comme l'a dit Madame Boko. Aller au service et venir peut-être à 0 heure. Déjà, l'enfant dort déjà. Du coup, le parent n'a pas le temps nécessaire pour pouvoir s'occuper de l'éducation de son enfant. Ah, qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui? L'enseignant, il a bien dispensé par exemple le cours. Est-ce que tu as pu poser des questions? Est-ce que tu as de difficultés d'apprentissage? Donc, le parent n'a pas ce temps. Je dirais ça, n'a pas ce temps parce que il doit en fait aller au service ou bien aller au marché. Est-ce que ça ne joue pas sur l'enfant? Ça joue sur l'enfant parce que l'enfant l'enfant amasse des difficultés. Je veux parler plus des difficultés d'apprentissage que nous appelons les dyslexies. La dyslexie par exemple, difficulté de lire, la dysorthographie dans l'écriture, ainsi de suite. Donc déjà dès le bas âge, l'enfant amasse ces difficultés et du jour au lendemain, l'enfant peut abandonner l'école. Et là, nous avons des enfants déscolarisés. Et je pense que il y a des écoles de deuxième chance, par exemple à IFMA, qui regroupent ces enfants de 10 à 17 ans et leur donnent la chance d'avoir le CEP en 3 ans, par exemple. Donc, c'est des enfants qui avaient ces difficultés parce que les parents n'avaient pas le temps de plus s'occuper de l'éducation. Et je vais également vous expliquer que ce n'est pas tous les parents. Oui. Parce que j'ai le moyen. Mon inquiétude, c'est quand même, en l'absence du parent, l'un des parents, est-ce que c'est la rue qui s'occupe d'éduquer de l'éducation de l'enfant ou comment ça On va laisser Madame Boko répondre à ça. Opiner, voilà. Vous savez, l'enfant est entouré de plusieurs choses. Il y a la famille, il y a l'école, il y a les médias, il y a la communauté, il y a tout ça. Et lorsque les parents, c'est-à-dire la famille, laissent sa place, il y a les médias qui sont là, qui éduquent l'enfant, il y a l'école qui est là. Et quand je parle d'école, il y a les enseignants, il y a les vendeuses, il y a tout le personnel qui est là, les camarades qui éduquent l'enfant, il y a la communauté ou la rue qui éduque l'enfant. Et donc, quand les parents laissent leur place, la place qu'ils doivent occuper dans la vie de l'enfant, il y a tout ça qui est là, qui occupe une certaine place, mais qui n'occupe jamais la place que laissent les parents. Parce que dans la vie de l'enfant, les parents ont une place que personne ne peut occuper. L'éducation donnée à l'école ne peut jamais remplacer ce que les parents donnent chez eux. Donc cette place-là est vide au fond de l'enfant, mais l'enfant reçoit une certaine éducation de tout ce système-là, école, communauté, etc. Et on sait ce que tout cela offre. Ce n'est pas forcément la bonne éducation. Donc on sait ce que tout ce système-là offre à l'enfant et il va
tout avaler parce que les parents ne sont pas là pour dire attention, ne prends pas ceci, attention, tu peux prendre ça. Donc mais l'enfant a les moyens à disposition. Il a tout ce dont il a besoin. Il a les moyens, il a l'argent, il a tout. C'est pour ça que les parents courent. Ça ne peut pas remplacer en quelque sorte la présence de parents. La présence d'une personne n'est jamais remplacée par de l'argent. Et l'enfant, le langage d'amour que comprend l'enfant, c'est le temps. Pour l'enfant, le temps, c'est ça qui est égal à amour. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'un de nos professeurs qui nous l'a dit et c'est arrivé à lui-même. Il dit son enfant est venu pour tout énervé pour dire mais papa, tu n'as jamais le temps pour moi, tu n'as jamais le temps pour m'écouter et moi je veux avoir du temps avec toi. Et un jour il décide d'aller passer du temps avec son enfant qui est dans sa chambre. Il entre dans la chambre, l'enfant est là en train d'écouter de la musique, il essaie de connaître un peu l'enfant, de poser des questions, l'enfant lui répond vaguement. Finalement il s'assoit sur le lit de son enfant, il reste là quelques minutes, près d'une heure de temps l'enfant ne dit rien et il sort tout énervé, il va dire à sa femme mais ça ne s'est pas bien passé, mon enfant ne m'a pas parlé. Et quelques minutes après, l'enfant sort et se jette dans les bras de sa mère pour dire, mais j'ai passé un merveilleux temps avec papa. Vous voyez toute la différence. Le papa dit, c'était pas bien, mais l'enfant, lui, il voyait dans ce papa qui est venu s'asseoir, qui n'a rien fait, mais s'asseoir, passer du temps avec lui, pour lui, c'est que son papa l'aime. Donc, le temps égale amour pour l'enfant. Il faut comprendre ça. C'est ça. Ok, d'accord. Mais lorsque l'enfant est frotté à la société, est-ce que cela n'a pas des conséquences sur lui? Monsieur Quill. Oui, également. Ça a énormément de conséquences. Il y a des enfants, par exemple, par manque de temps du parent, peut se trouver avec des amis et du coup dans la rue. Et commence les vices, la cigarette. Exactement. Tout ça. Donc l'enfant trouve que bon, mon papa n'a pas, ou bien mes parents n'ont pas de temps pour moi, et donc commence par en fait avancer son aventure dans un autre groupe social, qui est peut-être ses amis. Et mais si nous voyons bien, l'éducation de la rue diffère de l'éducation propre qui doit venir normalement des parents. Donc du coup, l'enfant apprend des amis. Je prends l'exemple de la menstruation où on dit en fait, ses collègues lui disent, tu sais que quand tu retrouves tes menstrues, tu peux comment on appelle, non, en fait, tu es devenue femme, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc, tu peux si essayer. tu veux, on peut te brancher, ainsi de suite. Donc, du coup, l'enfant se trouve bien parce qu'elle entend parler. Elle voit sa camarade bien s'habiller parce que l'autre garçon, ainsi de suite. Donc, l'enfant rentre dedans et du coup, peut-être elle se retrouve dans la rue. J'en ai connu des filles, par exemple, à l'ONG Citoyens des rues. C'est une ONG qui accueille les enfants de rue. Donc des filles qui se retrouvent dans la rue, dans le marché, ainsi de suite. Et tout ça. D'accord. Madame Mokor, quels sont les moyens qu'il faut prendre pour pouvoir remédier à cette situation? Et je pense que la seule solution que moi je trouve, c'est que les parents prennent leurs enfants comme priorité. Et donc, lorsqu'ils veulent organiser leur temps, il faut qu'ils pensent d'abord aux enfants et après aux autres choses. Parce que, comme je l'ai dit, le système ne nous arrangera jamais. Et donc, il vaut mieux que nous, en tant que parents, on prenne nos responsabilités pour savoir qu'un enfant, c'est une responsabilité grande, énorme, ça demande des sacrifices. Et donc, je réserve ce temps-là pour mon enfant et après je peux occuper mon temps à faire autre chose. C'est très important et ce n'est pas juste du temps où je suis là avec mon téléphone et l'enfant à côté, non. C'est du temps de qualité où c'est l'enfant qui est ma préoccupation, où c'est l'enfant qui est ma priorité pendant ce temps-là, même si c'est 30 minutes, c'est important. D'accord. Une dernière question pour très rapidement. Est-ce qu'il y a des organisations communautaires qui travaillent pour faire connaître aux parents l'importance du suivi scolaire des enfants? Oui, il y a effectivement des organisations communautaires. Il y a par exemple IFMA, comme je l'ai dit. IFMA, j'ai fait mon stage de soutenance là, avec les enfants, en fait l'école alternative qui accueille les enfants de 10 à 17 ans. Et avec 3 ans de formation, des cours
ils reçoivent, ils passent le CEP, ils ont leur diplôme CEP. Très bien. Donc, il y en a plein. Oui, il y en a. À foison. Voilà. Et c'est un peu le programme de l'UNICEF dans le temps. Et je pense que IFMA, par exemple, est plus en contact avec les parents. Je sais que quand j'étais en stage là, c'est que les parents venaient, ils obligeaient les parents à venir savoir le niveau de leurs enfants à l'école. En fait, je veux parler en quelque sorte des pratiques du suivi scolaire. Si l'enfant vient à la maison, qu'est-ce qu'il faut demander à l'enfant? Il faut suivre l'enfant, venir à l'école, savoir le niveau de son enfant. Est-ce que son enfant a besoin, par exemple, d'un répétiteur, et ainsi de suite. Donc je pense que IFMA fait ce notre travail. Oui. Après IFMA, il y a également, comment on appelle, l'ONG, comment on appelle, Don Bosco, Maman Marguerite, qui accueille également les enfants de rue. Et donc, par ce canal, ils font la réinsertion de ces enfants dans leur famille. Ils sont en contact avec les parents, échangent avec les parents sur les bonnes pratiques. Très bien. Et voilà. Il y a également Cyprès, ça c'est à Porte-Nouveau, qui parle du bien-être de la famille, qui est toujours avec la famille. C'est vrai qu'on ne finira jamais de les citer. Tout à fait. Gloria, le mot de la fin Oui, j'aimerais que vous disiez un mot aux parents qui nous écoutent actuellement, également aux enfants. Très rapidement, 30 secondes, madame. Alors, aux parents, je dirais qu'un enfant, c'est tout un projet et il faut vraiment suivre ce projet jusqu'à ce que cela arrive à maturation. C'est très important. Les enfants ont besoin de vous. Et chers enfants aussi, cherchez aussi à vous imposer un peu aux parents. Vous y avez droit. Ah bon? D'accord. Oui, en fait, je m'adresse aux parents en ces thèmes. Oui. 30 secondes. Il faut que les parents trouvent du temps, réaménagent leur emploi du temps et pratiquent le dialogue. Je peux quitter en fait le service à 0 heure, mais il faudrait que même le week-end, je trouve un créneau pour pouvoir échanger avec mon enfant. Bien sûr. C'est très important. Très important. Merci à vous. Merci à vous aussi, Gloria Gatoubé. Je partage ceci avec vous, et ça c'est le code de l'enfant, c'est important. C'est génial. C'est bien. Merci beaucoup. C'est bien. De la part de merci beaucoup. Très bien. Le conseil consultatif on vulgarise énormément sur le terrain. Très bien. Donc avec vous, on est déjà en contact avec IFMA. Oui. Très bien. Merci beaucoup à vous, chers invités. La dernière escapade de cette émission, c'est bien sûr Sommité. On retrouve Kadi après une poignée de secondes. Oh toi là-bas, toi qui veux pour moi que ça n'avance pas. Aïe, oh toi là-bas, toi qui veux pour moi que je ne brille pas. Eh oui l'eau, oh toi là-bas, oh là ouais caca, l'orarica. Aïe, oh toi là-bas, Dieu mon Dieu dit fini pour toi. Saka saka, eh oui l'eau, saka saka. Oh là ouais caca, saka saka. Et la globe, saka saka. Saka saka, ewi loho saka saka, ola we kaka saka saka, ela globe saka saka. Kelebe, agoshi baba, kelebe, il met problème pour là-bas, kelebe, amande en tout cas, kelebe, kelebe, agoshi baba, kelebe, il met problème pour là-bas, kelebe, amande en tout cas, kelebe. Bientôt miracle, bientôt spectacle, bientôt miracle, al-mocle, sommecle. Bientôt miracle, bientôt spectacle, bientôt miracle. Bien, Kadi est là. Kadi, bonjour. Bonjour Habib. Alors,
présenter le thème. À quel moment la femme doit commencer Oui, doit planifier la venue de son premier enfant. Oui, on ira rapidement voir. Alors, on va lire l'avis des internautes. Oui. S'il n'est question que de planification, cela commence dès la maturité sexuelle de la femme, qu'elle commence à se dire, à tel âge, j'aurai mon premier bébé. Quand j'aurai un bon boulot décent, quand j'aurai trouvé l'homme de ma vie. Bon, ça commence avec la fin de l'adolescence et dépend fortement de l'ambition et la capacité de chaque femme. Très bien. Alors, Monsieur Harry, nous avons nos collègues en studio. Oui. Posez rapidement leurs questions. Alors, monsieur... Non, pas du tout. Avec le monsieur. Monsieur Harry, votre avis par rapport à cet avis-là, à cette oui. Vous reprenez. Selon vous, à quel moment la femme doit commencer par planifier la venue de son premier bébé? Oui. Planifier, oui. C'est-à-dire à quel âge? À quel âge? À quel âge, oui. Bon, je dirais d'abord que ça n'a pas, pour moi en tout cas, c'est pas une affaire d'âge pour le moment. La planification, la planification. Et la planification, elle est toute naturelle. Voilà. Et puis, toute femme nubile qui a déjà la possibilité de concevoir. Et déjà, je pense que à partir de là, la femme commence par réfléchir. Parce que planifier, j'ai aimé le mot. Pourquoi? Parce que le tout ne suffit pas de vouloir d'un enfant. Planifier la venue même de cet enfant-là. Oui. Parce que vouloir accoucher doit être accompagné par la planification, l'éducation qu'on veut réserver à cet enfant-là. Je pense que ça requiert quand même une maturité qui ne dit pas son nom, une maturité. Oui. Alors, Gloria, votre point de vue. Alors, comme l'a déjà dit Harim, il ne s'agit pas forcément de l'âge. Je pense que ça, il y a plusieurs facteurs autour. Déjà, le côté financier. Oui. Si financièrement vous n'êtes pas prêt, vous ne pourrez pas penser à vouloir avoir un enfant. Maintenant, du côté de la relation que vous avez avec votre homme ou votre mari, est-ce que votre conjoint, votre partenaire est celui qu'il vous faut sur le plan de la santé déjà pour pouvoir enfanter un enfant, sur le plan de quand par exemple vous avez des petites discussions, vous pouvez déjà à partir de là savoir si celui-là peut être un bon père pour vous. Donc il y a tous ces aspects-là qui est en jeu dans la planification. J'entends dire souvent que lorsqu'on est femme, et même si on n'a pas encore un emploi, on n'a pas encore un boulot, on peut commencer par planifier la venue de son premier enfant. C'est vrai, Gloria? Non, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est vous n'avez pas un boulot, comment vous voulez entretenir votre enfant? Avec quoi? Vous attendez votre mari. Oui, mais il va vous prendre en charge. C'est un rappel. Si le mari, à un moment donné, n'a pas les moyens pour pouvoir vous accompagner, vous allez faire comment? On dit souvent dans nos langues que vino lukoa. Mais cette histoire-là, moi, je dis que c'est faux. Vino lukoa, tant vino lukoa, si ni mimando nous c'est tout ce qu'il faut. Je suis d'accord avec Gloria qui dit qu'il faut se préparer financièrement, matériellement et tout. Je suis totalement d'accord avec elle parce que on a évolué. Nous sommes en Afrique, d'accord, où on disait que l'enfant c'est de la richesse. Et les gens n'attendaient pas à avoir une certaine richesse avant de commencer par faire des enfants. Mais aujourd'hui, l'eau a coulé sous les ponts et puis nous savons que aujourd'hui mettre un enfant au monde c'est d'abord tout ça. Les moyens, ça implique les dépenses et tout. Donc vouloir planifier l'avenir d'un enfant et ne pas penser aux dépenses ou bien penser côté aux finances, je pense que il y a de nos sœurs qui disent que après le bac top, j'aurai mon enfant, j'aurai mon premier bébé. J'en venais pour dire que en réalité tout est affaire de motivation et affaire de ce que je veux pour moi en fait, ce que je voudrais pour moi-même. 30 secondes Gloria, 30 secondes. Non mais est-ce que aujourd'hui maintenant avec le bac vous êtes sûr d'avoir un bon boulot bien payé pour pouvoir entretenir votre enfant? Il y a aussi certaines femmes qui disent qui pensent que comme ils sont amoureuses d'un homme et que l'homme ne veut pas forcément d'elle,
pour pouvoir le garder, il faut forcément qu'elle tombe enceinte. Donc, elle tombe enceinte pour pouvoir garder un enfant. Moi, je dis que c'est votre avenir qui est en jeu. Ce que moi j'en dis là, c'est que je disais tout à l'heure que ça dépend de ce que vous voulez pour vous-même. Est-ce que je voudrais être une femme au foyer, ou je voudrais être une femme émancipée, femme dans la société, ou bien les deux ensemble. Donc tout dépend de... Votre sujet est très intéressant, Kadi, je vous félicite. On va garder le sujet pour la semaine prochaine. D'accord. Oui, là on aura assez de temps. Chers téléspectateurs, c'est déjà la fin. Merci d'être restés avec nous pour ces 1h30 d'émission. On se retrouve la semaine prochaine si Dieu le veut. Prenez soin de vous et des vôtres.